Je vous embarque avec le commando Trepel en Afghanistan, histoire écrite avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Pachynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je ne vous dirai pas mon nom. Je peux juste vous dire que j'ai 25 ans et que ça fait des années qu'avec mes camarades du commando Trepel de l'Orient, je me prépare. On se prépare. Il est temps de passer au concret. Bien. Notre escouade a été désignée dans le cadre de la mission Ares en Afghanistan pour aller relever les forces spéciales françaises présentes aux côtés des forces spéciales américaines. Décollage le 6 janvier. D'ici là, profitez des fêtes de Noël. Loïc, qui vient de nous annoncer la nouvelle, c'est le chef de notre groupe. Un petit, trapu, énergique, le genre de gars qui vous tracte toujours vers le haut. On part donc tout début janvier, pour 4 mois. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'on ressent? Une grosse excitation, évidemment. Aller faire ce pourquoi on s'entraîne depuis tellement longtemps. Ah bah ça y est, nous sommes le 6 janvier. Et c'est aujourd'hui que nous quittons l'Orient, une Dream Team de 13 commandos marines. Pourquoi nous et pas les autres? Le chef nous a fait confiance, c'est tout. Et pourtant, aucun d'entre nous, ou presque, n'a jamais mis les pieds sur un terrain de guerre. La vraie. On s'est entraîné, beaucoup, énormément. On a toujours fait comme si. Mais la guerre, non. On ne sait pas. Alors, voilà le programme. On va commencer par faire une escale au Tadjikistan. Ensuite, nous allons rejoindre le camp des forces spéciales françaises à Spinboldak. Ça se trouve dans la province de Kandahar. On va se retrouver à quelques kilomètres de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. La zone est extrêmement sensible, puisque c'est par là que passent les talibans qui vont se réorganiser et se ravitailler en armes dans les zones tribales du Pakistan, avant de faire des incursions dans le pays. Notre mission sera de les repérer, de les surveiller et de les neutraliser. Alors prenez les forces, messieurs, roupillez autant que vous le pouvez dans l'avion, parce qu'après, je ne peux rien vous garantir. Spinboldak. Nous y voilà. C'est dans ce camp des forces spéciales françaises que nous allons passer les 4 mois qui viennent. Une sorte de fort en terre, entouré de gros sacs de sable et de barbelés. Un campement de briques et de brocs qui accueille 300 soldats français des forces spéciales. Les commandos marines, vous vous installez dans la tente F1 qui est là. Une grande tente dans laquelle nous allons vivre à 13. Tout notre groupe de commandos et rien que notre groupe de commandos. On s'y confectionne chacun son petit coin, avec des planches et des couvertures. Un minimum d'intimité. Minimum. Et à côté, une autre tente, avec du wifi, la télé, un bar et un baby-foot. C'est là qu'on rencontre les commandos qu'on vient relever et qui viennent de passer 4 mois sur le terrain. Hey! Salut frérot! Ça va? Honnêtement, je les reconnais à peine, tellement ils sont épuisés. La plupart ont laissé pousser leur barbe, on dirait que le sable leur a mangé le visage. Ce sera moi dans 4 mois. Surtout,
Fais attention à toi. Ils viennent de passer 4 mois ici et ils nous disent tous ça. Fais attention à toi. Bon, je vais vous briefer sur la situation telle que vous allez la découvrir dès demain, lorsque nous, après 4 mois passés ici, nous allons partir et vous passer le flambeau. La situation s'est pas mal tendue ces derniers mois. Au début de la mission Arès, les talibans se tenaient à distance. Ils venaient pas au contact. Ils étaient fuyants. Et ce qu'on voit depuis quelque temps, c'est que l'ennemi est en train d'évoluer. Ils ont compris comment on fonctionne et ils commencent à attaquer les bases. Dès le premier jour, on comprend que le grand défi ici, c'est de se déplacer. Le terrain est difficile, le sol très rocheux. On a encore crevé, putain! Les pierres sur lesquelles on roule sont comme des lames. Combien il en reste? Il en reste 2, c'est bon. On peut changer de pneus jusqu'à 6 fois dans la journée. Nos véhicules tout-terrain sont rustiques, heureusement. Sauf qu'ils sont ouverts aux 4 vents et qu'ils n'ont pas de chauffage, au moins pour les pieds. Parce qu'en janvier, en Afghanistan, je peux vous dire que ça caille. Heureusement, ces véhicules, on les connaît par cœur. On est capable de les monter et de les démonter les yeux fermés. Alors autant vous dire qu'on est capable de leur coller un chauffage. Pour les panards, peinards. Il n'y a pas que le sol rocheux qui est une vraie galère dans ce pays. Il y a les oueds aussi. En général, ils sont à sec et forment des canyons, des fossés anti-chars en travers de la route. Mais quand il pleut, c'est pire. Les oueds se transforment en torrents en quelques minutes. Ils emportent tout sur leur passage. Mais tout ça, ça n'est rien à côté du reste. Toute la journée, on se demande, si on passe par là, qu'est-ce qu'on risque? Une explosion, une embuscade ou rien du tout? Les IED, c'est notre angoisse. Des engins explosifs improvisés. Des trucs qui peuvent exploser à n'importe quel moment, actionnés par n'importe qui. Alors sur la route qui va vers le Pakistan, tout le monde est suspect. Alerte à gauche. Un homme avec un téléphone portable. Un homme avec un portable, c'est potentiellement un homme qui peut déclencher une bombe ou donner l'alerte. Le risque est partout, tout le temps, sournois. Tous les jours, on s'enfonce un peu plus dans le district de Spinboldak. Les premiers jours, on rentrait tous les soirs au camp. Maintenant, quand on part, c'est souvent pour plusieurs jours. Le soir, on dort en bivouac mort, comme on dit. C'est-à-dire qu'on dort tout habillé, chaussures aux pieds, prêt à bondir. On dira ce qu'on voudra. Hein. C'est quand même beau, hein, comme pays. Les paysages autour de nous quand le soleil se couche, les couleurs, on en profite un peu. Hein. On peut pas rester H24 dans le stress. Alors oui, qu'est-ce que c'est beau, ces vallées d'Afghanistan. Parfois je me dis qu'on est dans Star Wars. Surtout, fais attention à toi.
Quand on traverse un village, on s'arrête, bien sûr. Et parfois, on se met en mode choura, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on fait du thé, on le partage avec les villageois, sans perdre évidemment notre objectif de vue. Tu peux lui demander s'il croise souvent des talibans dans le coin? Ou s'il sait où ils se planquent? Ils ne répondent pas toujours, parce qu'ils ont peur. Alors parfois, on leur met un peu la pression. On fouille le village. Dis, viens là. Demande à cette femme où est son mari. Ce midi, il me restait des bonbons et des pâtes de fruits sur ma ration. Je les ai donnés à un gamin. Il m'a fait un grand sourire. C'est important, ça, pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas leurs ennemis, qu'on ne leur veut pas de mal, qu'on est là pour neutraliser les talibans et rien d'autre. L'autre jour, on a fait un bout de chemin avec les forces spéciales américaines. Ils n'en revenaient pas qu'on boive le thé avec les villageois, qu'on leur donne à manger, qu'on leur sourit. Eux, ils jouent les Rambo à chaque fois. À quoi ça sert ? Ça fait 2 mois maintenant qu'on est là. En 2 mois, on n'a eu aucun contact direct avec les talibans. Et pourtant, il y en a partout autour. On en est certain à 100%. Ils savent qu'on est là. Ça aussi, on en est sûr. Bon, notre escouade a été désignée pour partir 3 semaines dans la région de Garang. Ça se trouve ici, là, sur la carte, dans la vallée de la Marou. C'est une région qui est très propice aux infiltrations talibanes. Dans cette opération, on sera avec quelques gars du 1er RPIMA, avec 3 hommes du 13e RDP et avec des spécialistes de la guerre électronique et des écoutes. Entendu ? Garang. On monte d'un cran. Il nous faut une journée pour atteindre ce poste avancé à 80 km. Bon, on arrive à la passe de Guam. Vigilance maximum, les gars. Hein. Maximum. La passe de Guam, c'est un grand canyon façon Lucky Luke. Ça sent l'embuscade. Mais pas le choix, impossible de passer par ailleurs. Aujourd'hui, c'est passé. Et nous voilà donc au camp de Garang. Installé au cœur d'un village, au milieu d'une vallée encerclée de montagnes. Danger maximum. Notre camp est installé dans une ferme afghane, encerclé de hauts murs en torchis. C'est un endroit totalement rustique. Les toilettes dans un trou. Et pour dormir, une bergerie qui sent la bique. On est là pour 15 jours minimum. Nous 13, plus ceux qui nous ont rejoints, nous voilà 24. À peine arrivés, Loïc, notre chef d'escouade, nous présente la première opération. Bon, il va s'agir de repérer le terrain dans la partie sud de la vallée, près de ce village ici sur la carte qui s'appelle Salam Calais. Vous devez savoir que le but final, c'est d'installer sur place les hommes du 13e RDP. Mais donc avant, il faut ratisser la zone. Donc on va partir en véhicule, à peu près jusqu'ici, là. Et ensuite patrouiller dans le coin. Des questions ? Pas de questions. Bon, alors voilà les photos dont on dispose. On ne part jamais sur le terrain comme ça, de but en blanc. On passe des heures sur les cartes, des heures à regarder les photos aériennes. On va passer par là ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas. Il y a l'air d'avoir une sorte de promontoire là. Tu vois ? Tu crois pas qu'on devrait plutôt faire ce petit crochet là ? C'est moins risqué, je pense.
Ces briefings avant de partir peuvent durer des heures et des heures. Aujourd'hui, on y a passé 5 heures. 5 heures à décrypter les vieilles cartes soviétiques, parfois mises à jour par les Américains. Et parfois pas. « 4 mars 2006. Après un solide petit déjeuner, Loïc nous rassemble. Dernier briefing, et c'est parti. Ce matin, il fait un froid de queue. Les véhicules sont complètement gelés. Pour rejoindre Salam-Calais, à 3 km, on s'engage dans le lit d'un oued à sec. Une patrouille du 13e RDP a repéré quelque chose. Victor à unité. Présence de 10 packs ennemis à 200 mètres. Ils ont vu 10 hommes quitter précipitamment le village. Moi, je suis dans le véhicule de tête. Accélère. Accélère, on monte, on va se coller sur les hauteurs pour les observer. Et arrivé en haut, on les voit. Une dizaine d'hommes, effectivement. Ils nous ont vus. Ils sont en train de se tirer. On peut pas les laisser filer. On doit y aller. Tir de sommation, c'est parti. Stop! Il nous faut un appui aérien. Tu les as eus? Impossible, chef. J'ai un problème de radio. Et merde. Victor à unité. Ils reviennent vers vous. Ils nous tirent dessus, les cons. Ok. On scinde en deux. Vous partez vers le sud rejoindre les gars du 13e RDP. Et nous, on va vers le nord. On va essayer de les prendre en étau. Le terrain est défoncé. Putain, je suis coincé. J'arrive plus à avancer. Ok, on débarque. On continue à pied. On descend. Loïc, le chef, se met devant et nous juste derrière. Et là, ça commence à tirer. Putain! C'est la première fois que je me fais tirer dessus. La première fois. J'ai pris à partie. Et pendant ce temps-là, le groupe qui est parti vers le sud, lui aussi se fait tirer dessus. Je vois pas où il est. Il est là, t'as vu? Sur le talus. Ils ont réussi à en abattre un. Et nous, au nord du village, on continue d'avancer à pied, en balayant les alentours à la pointe de notre fusil. Toi et toi, vous prenez la ravine de gauche. Toi, tu viens avec moi, on prend la ravine de droite. Notre groupe de 4 se sépare en 2 binômes. Et nous voilà donc 2 par 2 dans 2 ravines parallèles, très proches, mais suffisamment hautes pour qu'on se perde de vue. J'en ai un en vue à 100 mètres. C'est Leroy qui a tiré. Il l'a frôlé. Du coup, on s'est fait repérer. Le taliban se met à riposter. Et après, c'est l'apocalypse. Ça tire dans tous les sens. Leroy! 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 Leroy était derrière. On a perdu le contact avec lui. Ok, je vais voir où il est. Et Loïc, notre chef, se met à avancer. Et soudain, il tombe. Il tombe les fesses sur les talons, là, devant moi. On a un blessé. On a un blessé. Et je vois Loïc tomber sur le dos. Accroche-toi, Loïc. Loïc, pense à tes enfants. Allez, Loïc, accroche-toi. Pendant ce temps, Leroy est parvenu à neutraliser le taliban qui a tiré. Et voilà, quoi. On fait des massages cardiaques à Loïc. Et ça dure. Et ça dure.
On a un blessé grave. Il faut l'évacuer. On a besoin d'un hélico tout de suite. Tenez le coup, les gars, on arrive. Et à partir de là, les minutes durent des heures. Les nouvelles de Loïc? Toujours inconscient, pas de rythme cardiaque, aucune réactivité. Delta Charlie Delta probable. Il n'a pas dit qu'il était décédé. Delta Charlie Delta. Il a dit probable. Et donc il reste un espoir. Alors on continue de le masser, masser, masser. On veut croire au miracle. Et ça dure 1 heure, 2 heures, pendant lesquelles on continue de pratiquer un massage cardiaque à Loïc. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, putain? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et le voilà enfin, cet hélico. On met Loïc sur un brancard, on le dépose dans l'hélicoptère, et on le voit partir. Parce que nous, on continue notre mission. Et on veut croire que Loïc n'est pas mort. On vous envoie en renfort un groupe de CPA-10, reçu? Parce que je vous le dis, ceux qui nous ont tiré dessus, ceux qui ont tiré sur Loïc et qui l'ont, peut-être, enfin sans doute, tué, on va les retrouver. Avec les copains du CPA-10 qui vont arriver, on va les retrouver. Ok, dès qu'ils sont là, on ratisse le village. Il y a de grandes chances qu'ils se soient réfugiés là-bas. Faut qu'on les coince, hein. Salam Calais, c'est un tout petit village. Des maisons en torchis collées les unes contre les autres. Bon, dis-leur de les rassembler sur la place, tous les habitants, tous. Va leur dire ça. Et les voilà donc rassemblés au milieu du village. Des femmes et des enfants, surtout. Et quelques vieillards. Et 2 hommes qui, comment dire, font un peu tache dans le décor. Trop jeunes, trop forts, le regard trop noir. Lui et lui, là. Vous les prenez, vous les fouillez. On fouille, et on trouve sur eux un petit carnet noirci de notes et des piles électriques. Ok, on fouille les maisons, une par une. C'est parti. On entre dans chaque maison. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. 3 copains à nous qui se planquaient. Trois talibans, c'est sûr. Et dans une autre maison, on trouve un lanceur RPG, autrement dit, un lanceur de roquettes anti-char, et les munitions qui vont bien. On s'était pas trompé. Ce village est sous la coupe des talibans. Pas question de rentrer ce soir à Spinboldak. Alors on décide de bivouaquer, un peu à l'extérieur du village. On s'installe, on reconditionne nos armes, au cas où. Et là, une chape de silence se pose sur le groupe. Aucun d'entre nous n'ose poser la question. Est-ce qu'on a des nouvelles de Loïc? Mais moi, je pense qu'à ça. Et les autres aussi, j'en suis sûr. Au fond de moi, je sais qu'il est mort. On lui a fait un massage cardiaque de 2 heures avant de le mettre dans l'hélico. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de rêver qu'il est vivant. On est censé dormir cette nuit, chaussures aux pieds, dans le froid. Dormir. Mais je ne peux pas dormir. J'y arriverai pas. Tu veux une clope? Merci. Il y en a un
Je crois bien qu'il a fumé un paquet dans la nuit. La nouvelle nous parvient dans la soirée. Loïc est mort. Et nous, ses hommes, ses camarades, sa famille, il faut qu'on encaisse ça. Et pour encaisser ça, des gars comme nous n'ont qu'une seule recette. Le groupe, se serrer les coudes dans la douleur. Souffrir ensemble. Avec une angoisse qui nous court déjà dans la tête. À mon avis, ça va vite se savoir en France. Tu parles d'un soldat français tué par les talibans. J'espère qu'ils auront le temps de prévenir Aude. Ils ont quel âge, ces gosses? Son fils doit avoir 3 ans, je crois. Et la petite Éléonore, presque 1 an, je pense. Une cérémonie est organisée à Kandahar. Depuis ce matin, il flotte à un temps de commando, comme on dit chez nous. Mais on est tous là, sur le tarmac de l'aéroport, au pied de l'avion qui va ramener Loïc en France, un brassard noir sur nos uniformes. Et les soldats américains sont là, eux aussi. C'est beau, cette solidarité des commandos dans la douleur. Et puis la rampe de l'avion s'ouvre. On monte le cercueil dans l'avion, on le dépose, on redescend, et la rampe se referme. Et nous, on reste. Il nous reste encore 2 mois à faire ici. Dans n'importe quel autre métier, on nous aurait tous rapatriés. Mais nous ne faisons pas n'importe quel métier. Nous sommes commandos, dans l'armée, dans les forces spéciales. Et notre métier, c'est de servir la France en toutes circonstances. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une opération des forces spéciales en Afghanistan en 2006, marquée par la mort du chef de groupe Loïc Lepage, tué par les talibans. Un récit adapté de la série de Stéphane Ribojat pour Canal+, que je vous encourage vraiment à regarder sur MyCanal. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec vous, Général Christophe Gomard. Vous avez dirigé un bataillon des forces spéciales, le 3e RDP. Vous avez été ensuite le patron des forces françaises. Et ce jour-là, le jour où Loïc Lepage était mort, vous commandiez les forces spéciales en Afghanistan à Spin Boldak. C'est rare qu'un commando meure au combat. Alors, heureusement, c'est assez rare, mais cela arrive. Loïc Lepage ne sera pas le seul à décéder en Afghanistan, être tué en Afghanistan. Et puis d'autres mourront plus tard, en particulier au Mali. Et d'autres également dans ce qu'on appelle le Levant, c'est-à-dire entre l'Irak et la Syrie. Donc oui, c'est rare, heureusement. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Et quand on s'engage dans les forces spéciales, effectivement, c'est quelque chose que l'on sait, même si, évidemment, on espère que ça n'arrivera pas. Voilà, mais ça fait partie, malheureusement, du job, entre guillemets. Dans le récit que je viens de faire, il y a ce moment où, finalement, ce soldat... j'ai fusionné plusieurs profils de ce commando Trépel pour raconter cette histoire au nom d'un seul homme. En vérité, dans le film de Stéphane Ribojat, c'est plusieurs bonhommes qui racontent leur histoire. J'ai fusionné tout ça pour en faire le récit d'un seul homme. Il dit « Il n'y a qu'une solution pour nous, c'est le groupe. On ne peut encaisser ça qu'en groupe. » Ce qui est vrai. Moi, je les ai reçus le lendemain, puisque, tel que c'est raconté, effectivement, ils passent encore une nuit sur le terrain, histoire de fouiller, de s'assurer qu'en fait, il n'y a pas d'autres talibans qui ressortent.
Et ce qui faisait la force, ce qui a fait leur force, c'était la force du groupe, en effet. C'est-à-dire qu'en fait, les uns et les autres s'épaulaient. Et lorsque je les ai reçus à Spinboldac, dans le petit fortin qui nous servait de base arrière, ils étaient tous marqués. Vous parliez tout à l'heure de silence qui planait. Oui, c'était ça. Personne n'avait envie de parler, en effet. Évidemment, on avait besoin de débriefer, c'est-à-dire débriefer l'action exactement pour savoir comment ça s'est passé, qui a fait quoi, comment c'est arrivé, de façon à comprendre et à tirer, ce qu'on appelle un retour d'expérience de cette action et de ce combat de rencontre avec un groupe d'une dizaine de talibans. Dans le film, il y a une scène. Enfin, il y a la scène de débrief. Elle est filmée en réel. À l'époque. Ce qui m'a surpris beaucoup, c'est d'entendre ces hommes raconter que c'est la première fois qu'ils vont à la guerre. Alors certains, oui. C'est pas le cas de tous, en réalité. Mais c'est vrai que l'Afghanistan commence en 2003. Ce qu'il y avait eu comme opération, d'autres avaient connu, pas forcément le feu, mais connu des opérations très précises, très sensibles, dans lesquelles le feu n'a pas forcément été engagé, mais dans lesquelles d'autres avaient entendu le feu. Après, c'est vrai que selon la jeunesse, selon ou l'ancienneté, certains ont connu le feu. Et aujourd'hui, il y a toute une génération de forces spéciales qui ont connu le feu à plusieurs reprises. Tous. Entre les interventions en Afghanistan, au Mali... en Irak, Syrie... En Syrie, etc. Ça fait 4-5 ans donc que certains s'entraînent et ils n'ont jamais connu le feu. Oui, mais à la limite, c'est bien. C'est-à-dire que la France n'est pas en guerre. Et la France ne mène pas la guerre, quelque part. Mais c'est ça. Et vous savez ce que l'on dit chez les commandos, on dit la sueur épargne le sang. Et plus on est entraîné, mieux c'est dans le cadre d'un combat. Et on voit bien à travers le récit de ce combat à Salam-Calais qu'effectivement les gens réagissent très bien. Ils sont entraînés pour ça. Ouais. Donc chacun sait ce qu'il a à faire. Et c'est ce qui se passe. Il y a plus d'opérations spéciales aujourd'hui qu'avant, non ? Alors, ça dépend beaucoup, des engagements militaires de la France. C'est vrai que 2006, finalement, ensuite, il y a eu toute une partie en Afghanistan où beaucoup ont connu de nombreux engagements, sous le feu. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être le début, et aujourd'hui, ça s'est sans doute un peu ralenti. Mais on a connu une dizaine d'années dans lesquelles, effectivement, les forces spéciales ont été longuement et fortement engagées, avec beaucoup, effectivement, d'échanges de feu. Quelle est la part des forces spéciales dont vous pouvez dire elles ont eu lieu et la part dont vous ne pouvez rien dire ? Alors, en fait, ce que l'on cherche à protéger, c'est les actions qui peuvent être menées, en général, en amont de l'action, puisqu'une fois que l'action a eu lieu, elle a eu lieu. Et donc, il y a des gens qui savent, et pas uniquement le monde des forces spéciales. Il y a une petite différence à faire avec, les gens de la DGSE qui mènent des actions clandestines, donc auquel cas, l'État français ne les reconnaîtra pas forcément. Les opérations des forces spéciales, oui. Les actions des forces spéciales, oui. Elles restent discrètes pour éviter, effectivement, que nos savoir-faire soient connus des autres et que donc un adversaire potentiel les connaisse et donc réagisse en fonction de ce qu'il sait de nous. Donc notre puissance de feu, nos modes opératoires, nos capacités à agir, tout ça, effectivement, reste très discret. Et les actions ou les lieux où on est envoyé restent discrets pour éviter, effectivement, qu'un adversaire potentiel puisse, sortir et, agir contre nous. Les 13 commandos du commando Trépel qui arrivent à Spinboldac racontent l'état des hommes qu'ils viennent relayer et ils nous disent qu'ils sont au bout du rouleau, qu'ils sont ravagés par la fatigue, par le sable, par les combats, par la barbe qu'ils n'ont pas rasée pendant ces 4 mois. C'est donc un métier qui est physiquement usant, même si on n'est pas au feu. Oui, c'est usant parce que, d'abord, en fait, les gens patrouillaient énormément sur le terrain, ils étaient souvent dehors. Donc quand on est dehors, on dort à la belle étoile, on dort peu. Il fait froid. Alors, il faisait froid, effectivement, après, ça c'est sur cette période évoquée dans le film de Stéphane Ribojad, en fait, ça se réchauffe sur la fin et le printemps arrive, mais c'est vrai qu'il y a des nuits, il faisait extrêmement froid. Les gens sont fatigués à force, effectivement. D'abord, le confort est quand même assez spartiate. Même si la nourriture reste bonne et les soldats français, en particulier les forces spéciales, sont bien soutenus. Mais oui, quand on repart, on est fatigué d'avoir une certaine tension. Oui, c'est autant psychologique que physique, finalement. Oui. Il y a une vraie tension, parce que c'est bien raconté dans votre la petite série. C'est que quand on prenait un véhicule, en fait, on ne savait pas si on n'allait pas tomber sur un engin explosif improvisé,
Ce qui n'est pas dit ici, c'était les véhicules suicides. Donc en fait, des véhicules qui veulent se jeter sur votre véhicule pour se faire exploser avec vous. Donc en fait, on est tendu, dès qu'on est sorti du camp, en fait, on est en tension parce que tout peut arriver. Et donc, on fait attention à tout. Et c'est bien dit, attention, il y a un homme avec un téléphone portable. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde partout pendant qu'on se déplace. Et finalement, les temps de repos, lorsqu'on est en dehors, j'allais dire, de la base, sont limités. Alors, ce qui est très intéressant, c'est cette différence, ce constat de différence entre les pratiques des forces spéciales françaises et celles des Américains. Les hommes le disent avec beaucoup de franchise, eux, sans naïveté, je pense. Mais ils n'hésitent pas à parler avec les villageois, à boire le thé avec les villageois, à donner des bonbons aux enfants, à leur sourire. Et ils disent que les Américains procèdent pas du tout comme ça. Alors, je pense que c'est très français. Au-delà des forces spéciales, c'est très français. Les soldats français en général et les Français en général vont assez facilement vers les autres, se mélangent assez facilement. Alors que les Américains ont plus tendance à se retrancher dans leur Forward Operational Base, Oui. donc derrière des merlons de sable ou de terre ou de cailloux, ne serrent pas la main. J'ai été moi-même sidéré, et je raconte ça dans ce livre, effectivement, que lors d'une choura, c'est-à-dire un rassemblement avec les gens du village, les Américains ne serrent pas les mains, ou alors s'ils serraient la main, aussitôt après, Ils la ils se nettoient. lavaient avec du gel hydroalcoolique. Alors maintenant, on connaît bien le gel hydroalcoolique depuis le Covid, mais chose qui ne se faisait absolument pas. Ils arrivaient casqués, j'allais dire, avec des gilets pare-balles, alors que nous, quand nous arrivions, nous étions sans gilet pare-balles, avec éventuellement un pistolet au côté en cas de besoin. Mais c'est bien tout. Donc il y a bien cette différence de culture très nette entre un soldat français et un soldat américain. Mais c'est stratégique ou c'est juste humain? Je pense que c'est juste humain, c'est une question de culture. Hmm. Les Américains, en fait, un Américain, il se sent, j'allais dire, opposé à une population partout et dans le monde. Nous, on se sent assez proche de la population qu'on va voir, parce qu'en fait, on était là, finalement, pour aider ces Afghans qui luttaient contre les talibans. Lorsque a lieu ce moment dramatique au cours duquel Loïc Lepage est tué, il y a une autonomie des commandos sur place quant aux décisions qu'ils prennent, où ils doivent tout le temps référer à vous, donc à l'époque. Non, c'est la grande différence avec, j'allais dire, si on prend la guerre entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, c'est que justement, il y a une autonomie de décision sur le terrain, contrairement par exemple à l'armée russe, Ouais. et on voit bien ça dans l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'à tout niveau, on prend ses responsabilités. Alors bien sûr, il y a un briefing préalable, et c'est bien dit, 4 heures d'études, etc., préalables, dans lequel on dit, voilà ce qu'on va faire, voilà les modes d'action utilisés. On étudie tous les cas non conformes, c'est-à-dire ce qui peut arriver comme problème pendant cette action. Et donc, effectivement, alors après, ils réfèrent parce qu'ils ont besoin d'un appui, ils ont besoin d'évacuer Loïc Lepage, et donc là, ils appellent le PC. Et moi, je me souviens très bien de ce matin-là, donc le 4 mars 2006, où effectivement, dans ce cas-là, il y a la radio qui résonne dans le PC, et les gens disent tic-tic, ça veut dire troupe in contact, ça veut dire effectivement, on est au contact. Et auquel cas, effectivement, le silence se fait dans le PC, on sort les gens qui n'ont pas besoin d'être là, on regarde ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme moyen disponible immédiatement, ou pas. Dans combien de temps on peut avoir un appui aérien, si on peut avoir un drone, si on peut avoir un hélicoptère pour renforcer éventuellement. Donc tout ça, effectivement, donc on met tout en œuvre. Et je reconnais que l'armée américaine, dans ce cas-là, parce qu'en fait, mon chef à l'époque était américain, nous envoyait les moyens très vite. Alors évidemment, il fallait 1 heure de déplacement, plus 1 heure de mise en route. C'est ce qu'il racontait entre L'hélico met 2 heures, quoi. C'est énorme, mais Oui. en soi, c'est rien. Et c'est étonnant, Mais parce que c'est tout près, c'est 80 km. c'est un peu plus loin, parce que Kandahar était un peu plus loin. Ah, c'est de Kandahar Ouais, que vient l'hélicoptère. Il vient pas de Spinboldak. Non, il décollait de Kandahar. Spinboldak, en fait, c'est une base Ouais. au milieu de nulle part, au milieu d'une grande étendue de sable, entre des montagnes. Et donc, oui, la réaction a été assez rapide. Et le premier réflexe, et c'est bien dit, mais comment est-ce que sa famille est prévenue ? Le rôle du chef qui était le mien, c'est de prévenir effectivement le chef du commandement des opérations spéciales de l'époque et de faire remonter par message exactement ce qui était passé. Et c'est ensuite effectivement le pacha d'Alfusco, donc des commandos marines, qui est allé prévenir donc la femme de Loïc Lepage, donc Aude Lepage, et ses 2 enfants, donc son fils Alexis et sa fille Éléonore, pour laquelle j'ai toujours une pensée. Oui. Que vous Évidemment. connaissez, bien Pas que je entendu. connais, que j'ai rencontré par la suite, oui, Oui. bien sûr. Ce qui me surprend aussi, c'est qu'on ne les rapatrie pas. C'est-à-dire que, franchement, dans n'importe quel métier, un de vos collègues se fait tuer, on dit « Ok, allez, tout le monde rentre, on va envoyer du neuf ». Là, ils continuent la mission. Le jour même, ils dorment le soir même sur place, et dès le lendemain, ils repartent en mission. Alors sur place, oui, mais ça, j'allais dire, c'est normal. Sinon, j'allais dire, on retire les gens
Malheureusement, j'allais dire, la mort fait partie du métier militaire. Ouais. On ne leur dit pas, vous avez gagné, c'est ça? Oui. Alors, ils restent sur le terrain parce qu'en fait, la mission n'était pas terminée. Ils ont été renforcés entre-temps par des gens qu'on a envoyés en renfort. Du CPA-10 Du CPA-10, plus un chef, un commando marine, d'ailleurs, un capitaine de frégate, qui se prénommait Ulysse. Et sur place, effectivement, donc ensuite, on ne les rapatrie pas parce que la mission n'est pas terminée et ça ne serait pas bon sur le plan psychologique. Maintenant, sur place, on a un médecin, on a un aumônier, et puis il y a les autres camarades. Et donc, je pense que c'est bien qu'ensuite, on puisse en discuter, on puisse avoir ce retour d'expérience. Et Loïc Lepage n'est pas le seul mort, malheureusement, que j'ai eu à gérer lorsque j'étais chef sur le terrain. Effectivement, ce qui est dur, c'est en rentrant, parce qu'en rentrant, on va voir la veuve, on va voir les enfants, on va voir les parents. Il s'avère que Loïc Lepage, son père était le premier général commandant les opérations spéciales, donc un de mes prédécesseurs. Donc de fait, alors je l'ai eu au téléphone, bien sûr, parce que lui cherche à comprendre, il y avait deux fils, un qui était au 1er régiment parachutiste des infanteries de marine de Bayonne, et l'autre qui était effectivement au commando marine, en l'occurrence au commando Trépel. Mais c'est quelque chose de très marquant, et je pense que, on a dit tout à l'heure la force du groupe, et je pense que cette cohésion est absolument nécessaire pour s'en sortir. Et j'allais dire, il faut les repartir de l'avant, et le groupe en question, le groupe de Loïc Lepage, est reparti très vite sur le terrain pour réengager les gens, et j'allais dire, non pas qu'ils oublient, parce qu'évidemment, on n'oublie jamais ça, mais en tous les cas, pour que, j'allais dire, psychologiquement, ils se sentent réengagés et toujours utiles à la mission. Ça pleure, un commando, ou ça peut pas? Si, ça chiale. Ça chiale, parce qu'on est toujours triste de voir partir un ami, un frère d'armes, évidemment. Je rappelle le titre de votre livre, Général Gomard, « Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales » dans la collection poche de chez Harper et Collins. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.